Madame, Monsieur, bonsoir. Dans ce nouveau numéro d'Éco-Débat, nous allons disséquer le marché de l'art au Maroc. La culture, longtemps reléguée au rang de divertissement et d'amateurisme, retrouve ses lettres de noblesse grâce à une politique volontariste qui aborde avec professionnalisme un marché de l'art qui pèse aujourd'hui plusieurs milliards de dollars dans le monde, ne dépassant en guerre le demi-milliard au Maroc. Les artistes marocains confirmés comme Rerbaoui, Cherkaoui ou encore un Belkahia ont toujours la côte et certains de nos jeunes peintres commencent même à percer. Personnellement, j'ai été agréablement surprise en préparant cette émission de savoir que des œuvres d'artistes marocains sont vendues à des millions de dollars. Mais comme tous les marchés, celui de l'art est régi par la loi de l'offre et de la demande. Alors, bulle spéculative ou véritable mine d'or, les avis divergent. En effet, après la crise financière de 2008, beaucoup d'investisseurs se sont réfugiés dans les toiles de grands maîtres ou de créations de génies des temps modernes pour leur épargne. Pas plus tard que cette semaine, la toile Salvator Mundi, traduisait Le Sauveur du Monde de Léonard de Vinci, a été adjugée à 450 millions de dollars. Un record absolu car, en plus d'un potentiel de gain intéressant, l'investissement dans ce marché n'est frappé d'aucune fiscalité vu l'absence de réglementation. Mais nous, où en sommes-nous de ces chiffres astronomiques et notre art est-il bien représenté à l'international ? Au Maroc, ce marché est-il vraiment structuré ? Y a-t-il une réelle politique de prix et comment est-elle fixée ou comment est fixée cette fameuse cote de nos artistes marocains ? Et en parlant politique, comment pourrait-on envisager une politique culturelle marocaine influente ? Comment un galeriste jongle-t-il pour la survie de son business tout en gardant un esprit de diffuseur, de création et de beauté ? Les professionnels de l'art sont avec nous ce soir pour partager leur expertise et leur esprit critique afin de mieux comprendre ce marché. Un triptyque composé tout d'abord de Nabil Bayahia. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes bienvenue, directeur associé au cabinet de consulting Mazars, mais en plus du conseil stratégique, vous êtes aussi l'auteur des politiques culturelles à l'âge du numérique, l'exemple du Maroc, un ouvrage sur les politiques culturelles dans lequel vous analysez leur origine et vous proposez des pistes pour avoir une meilleure, en tout cas plus efficiente politique culturelle à l'ère d'Internet. Nous allons en parler un peu plus en détail. Également sur ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir Abla Ababou. Bonsoir. Bonsoir et merci pour votre invitation. Bienvenue. Alors donc vous êtes galeriste et avec également plusieurs, pinceaux à votre arc, si je puis me permettre. Corde à votre arc. Mais vu qu'on parle d'art et de peinture... Votre palette alors. À votre palette, merci. Mehdi Haj Khalifa est également sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc directeur général de Another Life Company et également président d'une toute jeune association, l'AMPAV. Il s'agit de l'association marocaine des producteurs et diffuseurs d'art visuel. Bienvenue à vous aussi. Bienvenue, merci. Alors, nous allons tout d'abord entamer cette discussion, si vous le permettez, en définissant ce que c'est que ce marché de l'art, de cet écosystème que l'on peut méprendre et qui sont d'abord les acteurs principaux qui composent ce marché de l'art au Maroc. Mehdi Haj Khalifa. Alors, le marché de l'art est un marché, je dirais, extrêmement complexe dans sa formalité, ou disons même dans sa formation. Au Maroc, comme partout dans le monde, il y a diverses étapes dans sa construction. Quand je parle d'étapes, c'est-à-dire d'étapes dans la réalisation du market, pour arriver, en fin de compte, à un pricing d'une œuvre, qu'est-ce qu'elle vaut, quelle est son indexation et quelle est sa cotation. Naturellement, il y a l'artiste, puis il y a le galeriste, il y a le curateur, qui lui a un rôle, en fin de compte, de rassembler, de créer de la cohésion, d'être un interlocuteur, d'être un pivot, en fin de compte, entre un galeriste, un musée, un collectionneur, d'être un trait d'union, en fin de compte, entre un artiste et ses autres acteurs. Très bien. Parce que, en fin de compte, l'art ou la création, dans un sens général, est un contenu, est une matière, est quelque chose qui n'est pas... Au-delà de l'immatérialité de la création, il y a l'intelligence qu'elle produit et toute la difficulté que nous pouvons avoir à la toucher ou à la matérialiser. Et donc, pour cela, il y a ce qu'on appelle des pédagogues de la création, des traducteurs,
Et ce sont les commissaires, les curateurs, et en fin de compte aussi les galeristes qui transportent, qui permettent aussi de véhiculer l'information de l'artiste, de son œuvre, etc. Et puis, on arrive à la formation, à l'économie de ce marché qui est en fin de compte constitué de la vente, qui peut se faire en B2B entre un galeriste et un collectionneur, qui peut se faire entre un collectionneur et une institution, qui peut se faire entre un musée et une galerie, et vice-versa. Et puis, il y a ce qu'on appelle les maisons de vente. Les maisons de vente ont pour fonction, avant elles avaient une fonction d'indexation et de cotation, aujourd'hui elles ont une fonction aussi de vérification. Parce qu'en fin de compte, le marché touche à son mur de difficultés, à sa réalité dans une salle de marché, où on se rend compte que la vente est difficile, parfois complexe. Qu'est-ce que vaut publiquement, en fin de compte, la cotation d'un artiste dans une salle de vente? Alors, quand on parle justement de cette expertise, je me tourne vers Nabil Bayahia sur ces profils de personnes que Mehdi Haj Khalifa vient de nous exposer. Est-ce qu'il y a vraiment une expertise? Est-ce qu'il y a un professionnalisme ou c'est un peu un capharnaüm où tout le monde s'autoproclame expert ou en tout cas fait son entrée dans ce marché de l'art? Est-ce qu'il y a ce côté professionnel de ces profils? Ontologiquement, l'objet d'art est un objet très difficile à cerner par sa qualification. Est-ce qu'il correspond à quel référentiel, que ce soit en termes d'esthétique, de beauté ou en termes d'utilité? Donc c'est très difficile effectivement de caractériser un référentiel pour juger, apprécier, valoriser une œuvre d'art. Donc tous les avis, j'ai envie de dire, se valent. Maintenant, c'est par l'accumulation et le recoupement de plusieurs avis, que ce soit des professionnels agissant dans l'art, et ce que décrit Mehdi, c'est plutôt le marché secondaire, à partir des galeristes vers les collectionneurs, vers les musées. Il y a un marché primaire qui est de l'artiste vers la galerie, voire vers les collectionneurs. Et ce marché-là, c'est la genèse même de cet objet qui sort d'un atelier, qui va dans une collection ou qui va dans une galerie. Et ce marché primaire est effectivement très difficile à valoriser parce que c'est l'artiste qui peut mettre un prix sur son œuvre ou c'est la galeriste ou le collectionneur qui négocie et qui va poser un prix. À partir de là, cet objet d'art, ou en tout cas cette œuvre, va faire son chemin. Et c'est vrai qu'il y a une cote d'un artiste, mais dans la même cote d'un artiste, il y a plusieurs œuvres de qualités différentes et de prix différents. Donc on peut voir sur un même format d'un artiste des prix valant de 1 au double, voire au triple. Donc l'œuvre va faire son chemin, va se constituer son propre référentiel qui va la poursuivre jusqu'à être dans un musée ou dans une grande collection. Donc c'est très difficile. Maintenant, aujourd'hui, nous avons des professionnels, nous avons des maisons de vente, nous avons des galeristes qui ont accumulé une expérience, une maturité dans leur travail, dans leur professionnalisme, qui arrivent à juger la trajectoire potentielle d'un artiste, d'une œuvre et donner un prix de référence qui, bien sûr, obéit aux règles de la loi de l'offre et de la demande, bien entendu. Qui obéit justement à cette règle de l'offre et de la demande, mais qui... Parce qu'on ne peut pas parler de tout cela sans qu'il y ait cet aspect de spéculation qui revient à chaque fois, et notamment sur des artistes. Alors, je me tourne vers... Nous allons revenir à ce point très, très intéressant qui est sur l'indexation des prix. Ablé Ababou, quel regard portez-vous aujourd'hui en tant que galeriste sur le marché de l'art au Maroc, sachant que avant d'être galeriste, vous êtes intéressé de très très près, de par votre travail de journaliste ou votre métier de cette époque. Quel regard portez-vous sur ce marché de l'art aujourd'hui ? Personnellement, il y a un véritable marché, un peu balbutiant, en train de se structurer. On n'est pas comme en Europe ou aux États-Unis où toutes ces choses-là existent depuis des siècles. Nous, on peut parler déjà, nos peintres ont commencé à émerger un petit peu à partir du protectorat. Donc on a une histoire jeune et on s'adapte à cette histoire jeune. Mais il y a des talents, il y a des discours, il y a des professionnels.
C'est en train de se structurer et c'est normal. C'est normal. Donc pour vous, on est encore au balbutiement. Est-ce que cette composition du marché de l'art au Maroc, pour vous, qui êtes galeriste, est structurée de manière efficiente pour porter justement cet art à l'étranger et même ici au Maroc? Ça commence. Des fois, il y a un peu quelques autocotations, par exemple, quand un artiste passe dans une maison de vente, des fois, ce qu'on retrouve souvent au Maroc, il vend un tableau dans une maison de vente à tel prix et il reste à ce prix-là, alors que ce n'est pas son prix. Pour arriver à établir, dire moi je vaux tant, par exemple je vaux 1 million de dirhams, il faut que ce 1 million de dirhams soit passé 7 ou 8 fois dans une maison de vente. Et là, oui, c'est une vraie cotation. Donc les cotations ne sont pas toujours respectées, il y a souvent une autocotation. Mais bon, on jongle avec et c'est en train de venir. J'y crois, la preuve. Je prends le risque d'être galeriste et voilà. Nous allons parler du risque d'être galeriste. Mehdi Haj Khalifa, une réaction? Je ne suis pas tout à fait d'accord sur la classification entre marché primaire et marché secondaire, parce qu'en fin de compte, aujourd'hui, il faut se battre contre la possibilité de détruire ou de déstructurer la capacité que le Maroc peut avoir à définir un vrai marché. Parce qu'un vrai marché, en fin de compte, il est fait de vrais acteurs. Et il est fait aussi de vrais moments. Et aujourd'hui, nous vivons un moment très particulier qui, depuis 2000 à 2008, comme vous l'avez dit tout à l'heure, jusqu'à la crise, on a vécu une évolution du marché de l'art à travers aussi l'évolution de l'immobilier, parce qu'en fin de compte, généralement, le marché de l'art suit l'évolution de l'immobilier dans le monde entier et de façon historique. Et aujourd'hui, depuis 2008 à aujourd'hui, nous avons vécu une petite crise systémique du marché, parce qu'en fin de compte... Quand vous dites nous avons vécu, c'est une crise généralisée, parce que si on voit les chiffres dans le monde, il y a rien que pour l'année 2016, un chiffre d'affaires de 12 milliards de dollars, avec une hausse de 11% de ce chiffre d'affaires. Est-ce que le Maroc vous parlez du Maroc? Non, le Maroc n'a rien à voir avec la structuration du marché international. Non, ce que je veux dire, c'est que quand on parle d'évolution, il faut juste préciser. Donc là, on est bien dans... effectivement, le cas du Maroc en particulier. Ce qu'a dit Ebla est extrêmement vrai. On est dans une construction très récente, très jeune du marché et de son écosystème ou de son univers. D'accord. Maintenant, aujourd'hui, ce qui est arrivé après post-2008, c'est que, je vais vous donner un exemple, il devait y avoir 6 galeries, 10 galeries à Casa, il y en a eu 20 à partir de 2007, par exemple, et c'est revenu maintenant justement en 2015. C'est comme quand on parle de création d'entreprises en général, mais est-ce que dans le temps, elles tiennent? En 2015-2016, ces mêmes galeries qui se sont créées très vite ont fermé très vite, parce qu'elles se sont rendues compte de la fragilité de ce mécanisme ou de ce marché dans lequel nous sommes. Ceux qui existaient depuis 2000 et même avant, continuent à exister, parce qu'en fin de compte, ils sont de réels acteurs du marché. Ils ont de réelles relations avec les artistes, ils ont de réelles relations avec leurs collectionneurs et leurs acheteurs. D'accord ? Donc maintenant, ce qu'il se passe dans le marché, c'est qu'il y a une tentative de construction, il y a des maisons de vente qui existent, qui font très bien leur travail. Il y a des curateurs qui émergent et qui essayent d'exister difficilement, parce qu'en fin de compte, les institutions ne font pas leur travail. Quand une banque fait une exposition d'un artiste, elle ne fait pas appel à un curateur au Maroc. C'est inadmissible. Il faut qu'on précise aussi à nos téléspectateurs, pour qu'on explique bien le rôle de ces banques, parce que vous parlez de banques, ça veut dire que ce sont des clients institutionnels. Il faut juste préciser qui achète l'art justement aujourd'hui, Nabil Bayahia. Je reviens. Aujourd'hui, on va dire, c'est d'abord les collectionneurs et quelques institutionnels privés. L'État achète très peu, ou quasiment peu du tout. Pourtant, le patrimoine de l'État en œuvres d'art est extrêmement maigre. Et aujourd'hui, si on a une volonté de créer des musées et de les doter de véritables collections, il faut que l'État consacre des budgets pour l'investissement. Et ce levier-là de l'État, et on va parler peut-être aussi du mécénat et peut-être avoir un levier fiscal pour que les entreprises privées investissent dans l'art, et on va expliquer peut-être tout à l'heure pourquoi c'est important d'investir dans l'art. Alors pourquoi c'est important justement ?
l'objet d'art est un objet extrêmement puissant en matière de construction d'une identité, qu'elle soit nationale ou, je dirais, dans une entreprise. C'est un médium qui permet de sensibiliser les collaborateurs sur la notion d'esthétique, la notion de beau, la notion, je dirais, de discours, parce que l'œuvre d'art, ce n'est pas juste une composition des couleurs où on va dire quelque chose de beau, mais c'est aussi des idées, un discours. Et souvent, nous avons des artistes marocains qui ont derrière leur création un véritable discours qui ouvre les perspectives, qui ouvre le cadre social où nous vivons et qui, je dirais, casse les plafonds de verre pour justement avoir une identité ouverte et une identité ancrée dans l'universalisme. Et donc, ces collections au sein des entreprises ont véritablement un rôle, bien sûr pour les collaborateurs, mais aussi on le voit à travers un certain nombre de fondations d'institutions bancaires ou autres qui ouvrent au public ces collections avec, je dirais, souvent la gratuité, ce qui est un travail de démocratisation culturelle très important parce qu'il pallie à la déficience de l'État sur cet aspect-là d'art plastique. Et donc, c'est très, très important, autant pour les collaborateurs que pour le public qui assiste à ces expositions. Donc, c'est important. J'ajouterai que pour ces institutions, c'est aussi un bon investissement. On l'a dit tout à l'heure, enfin on va le dire, on va en parler. L'art est aussi je dirais, un axe d'investissement au-delà de l'investissement. Les puristes préfèrent ne pas justement considérer l'art comme un investissement, mais plutôt comme quelque chose que vous avez cité, c'est-à-dire que pour ne pas rester figé un peu sur cet aspect de bénéfice. Or, force est de constater que c'est un investissement et que c'est une valeur refuge aujourd'hui. Alors, acheter de l'art pour dire juste je place de l'argent, voilà, je ne suis pas d'accord. C'est un placement. Mais acheter de l'art en disant j'ai des actionnaires, l'entreprise ne peut pas être philanthrope. L'entreprise est une entité morale, elle ne saurait être philanthrope. Donc si elle achète des collections qui devaient perdre de l'argent, les actionnaires diraient stop, maintenant acheter de l'immobilier, des actions ou des obligations. Donc il faut avoir cette double vocation, une vocation de placement, je dirais, pas rentable, mais prudent, et une vocation de partage, une vocation d'ouverture et de soutien à la création et au soutien à la démocratisation culturelle pour donner accès à ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter ces œuvres, de pouvoir venir les admirer, les regarder et de discuter autour de ces créations. Donc, ces institutions, aujourd'hui, mettent de l'argent dans ces collections. Il faudrait peut-être aller un peu plus loin, c'est-à-dire des entreprises de taille moyenne puissent acheter des œuvres d'art pour les partager avec leurs collaborateurs, pour les mettre dans le patrimoine de l'entreprise, avec une vocation bien sûr de placement, mais aussi une vocation, je dirais, totalement culturelle. Et ça, s'il n'y a pas des mécanismes fiscaux, notamment une loi mécénat qui pourrait aider ces entreprises à investir en défiscalisant une partie de cet investissement, les entreprises ne trouveraient aucun intérêt à le faire. Sinon, souvent, ce qui se passe, c'est que les patrons de ces entreprises amènent leurs propres collections privées et les mettent à la disposition de l'entreprise pour justement partager ces objets d'art. Quand on parle d'objets d'art, Abla Babou, est-ce que aujourd'hui l'art a vraiment sa vraie valeur pour un public d'initiés ou est-il aujourd'hui à la portée de tout le monde? Parce que quand on parle d'œuvre d'art et d'apprécier cette beauté qu'est une œuvre d'art, est-ce qu'aujourd'hui nous avons la maturité culturelle, en tout cas au Maroc, pour apprécier ces œuvres? Mais tout le monde a la maturité d'apprécier une œuvre d'art. Et justement, de plus en plus, il faut que la culture
que la culture aille vers les gens. Quand on voit des enfants passer devant des fresques dans les rues, on les voit s'arrêter, on les voit admirer, regarder. Tout le monde a cette sensibilité. Il faut pas, l'art n'est pas quelque chose d'élitiste, Mais quand je parle, peut-être que je me suis mal exprimée, c'est-à-dire quand on dit apprécier, veut dire acheter aussi. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on croit à cela aujourd'hui, à voir quelque chose de beau et de vouloir mettre son argent dedans? Oui, il y a quelques collectionneurs, ils ne sont pas très nombreux, mais il y en a avec un véritable regard, qui suivent certains artistes, qui veulent également investir dans l'art, mais ce n'est pas la cause première, c'est ne pas perdre d'argent en cours de route, oui. Et ils ne sont pas très nombreux, je crois qu'on répertorie le nombre de collectionneurs au Maroc à 2500. Des vrais collectionneurs, c'est ça? Ouais. Donc, ils ne sont pas nombreux, mais il y en a, avec un véritable intérêt. Bon, c'est pas... C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, non. Mais au-delà des collectionneurs qui sont justement des initiés, pour le citoyen lambda, en tout cas avec un certain pouvoir d'achat, acheter une toile ne fait pas partie de la culture marocaine, si? Ça dépend, si, de plus en plus. Ça commence, mais oui. c'est aussi une question d'éducation. Voilà. Je pense, pour compléter ce que disait Abla, il y a deux dimensions un peu platoniciennes dans l'appréciation d'une œuvre. Il y a la dimension sensible, c'est-à-dire la sensibilité au beau, mais aussi la dimension d'intelligible, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a derrière cette œuvre d'art, quel discours, quel questionnement elle nous amène. Et donc ces deux dimensions que Kant a défini l'art comme, ou l'objet d'art ou l'œuvre d'art comme ce qui est beau et universellement sans concept, c'est-à-dire sans aucune explication, on dit, je sais pas, on pose un objet d'art et on prend un Marocain, un Allemand, un Chinois et un Argentin et on leur dit est-ce que c'est beau? Et tout le monde va dire que c'est beau. Ça c'est l'acception un peu kantienne de Kant. Hegel a introduit une deuxième acception qui est le sens de l'idée. Quelle est l'idée derrière l'œuvre? Et qui a donné lieu à l'art contemporain où, à la limite, on peut se passer de la beauté en gardant juste l'idée, juste le discours, parfois peut être politique, parfois social, et qui va amener ce regardeur à se poser des questions et à apporter des réponses, ou en tout cas à générer ses propres réponses. Donc, cette deuxième partie, le sensible, on va dire, chacun a son libre arbitre, chacun apprécie à sa manière. En revanche, la partie intelligible nécessite de l'éducation, nécessite des codes, un savoir-faire, comment comprendre et lire une œuvre d'art, sans rentrer dans l'histoire de l'art, mais au moins à décomposer des outils, ce que c'est la couleur, la lumière, la perspective, la composition, comment une œuvre d'art est construite, quel est le chemin que traverse l'artiste pour arriver à cette création. Et ça s'apprend. Et je pense que c'est un des rôles du système éducatif, l'État et tous ceux qui participent à l'éducation, à amener nos enfants à comprendre l'art et comprendre comment se lit et comment s'apprécie une œuvre d'art sur la dimension intelligible. Mehdi Haj Khalifa. Tout ça, c'est clair, c'est vrai. Je veux dire, on parle vraiment là, on parle vraiment du fond des choses, quoi. L'importance, en fin de compte, et la place de l'œuvre d'art dans sa généralité, et tout ce que dit Nabil, c'est exactement. Et c'est ce dont nous tous, je pense, nous battons en fin de compte, c'est que pour que la population marocaine soit plus sensible, soit plus touchée, soit plus qu'il y ait une accessibilité. Par le travail d'un monsieur qui est Mehdi Rotbi, en tant que président des fondations, ce qui a été fait, c'est extraordinaire au sein des musées, par un travail d'un monsieur comme monsieur Drissi qui dirige le musée Mohamed VI et qui travaille aussi sur d'autres choses, par le travail des galeristes qui font un travail incroyable sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire pour mettre en avant des artistes marocains. Mais vous n'imaginez pas le travail que fournissent les galeristes, les curateurs au Maroc, les artistes, je veux dire l'ensemble des acteurs réels du marché de l'art et du système, sans parler même du marché de la discipline. C'est un travail énormissime et vraiment très très difficile parce qu'en fin de compte, l'économie de l'art au Maroc, c'est une économie qui n'arrive pas à toucher les réels grands acteurs parce que les réels grands acteurs, au-delà des banques, au-delà de l'État,
au-delà des collectionneurs, ce sont les grandes entreprises, ce sont les grandes industries, ce sont les institutions publiques et privées, ce sont aussi les communes, les régions qui doivent créer des fonds municipaux, qui doivent penser à un rond-point au lieu de monter dans des schémas économiques majeurs, de trouver des modèles de financement où on peut financer un artiste, pas dans tous les ronds-points, mais un rond-point sur 10. Ce sont les autoroutes. Autoroute du Maroc fait un travail dessus, mais aujourd'hui, il faut qu'ils consultent l'ensemble des acteurs. Ce sont les banques, les institutions, lorsqu'elles font une exposition, il faut qu'elles fassent appel à une galerie. Vous savez qu'on ne peut pas en France faire une exposition dans une institution publique et privée sans faire appel à un galeriste et un curateur. Ça ne se fait pas. Ça se fait au Maroc aujourd'hui? C'est ce qui se fait au Maroc aujourd'hui? Au Maroc, ça ne se fait pas. Non, ce que je veux dire, c'est que si une institution publique ou privée désire exposer un artiste ou plusieurs... Elle appelle l'artiste au téléphone et elle voit comment on peut faire, etc. Il n'y a pas de structurant. Parce qu'en fin de compte, ce directeur marketing, parce qu'en fin de compte, c'est relayé soit au directeur marketing, alors que ce n'est pas du tout du marketing. C'est l'image de l'entreprise. Je ne parle pas de toutes les banques, parce qu'il y a des banques comme Tijari, Wafa Bank et d'autres. Je ne sais pas si on peut citer, sans citer de nom, merci. Je ne vais pas citer de nom. Il y a des banques qui font un travail exemplaire, parce qu'en fin de compte, ils respectent ce modèle structurant. Mais il y a des banques qui ne le respectent pas. Mais sans parler, il y a des institutions qui ne le respectent pas. Et aujourd'hui, vous savez, 20 000 dirhams, ça peut aider un curateur, ça peut même aider une galerie, ça peut aider un artiste. Et si vous respectez ce schéma, vous redimensionnez et vous extrudez vraiment le marché et vous lui donnez du volume. Petit à petit, si l'ensemble des entités et des institutions publiques et privées respectent cette trajectoire, ce mécanisme, cet écosystème, on va rééquilibrer vous comprenez, l'ensemble du système. Et indépendamment de ça, le marché aujourd'hui est en train de vivre ce qu'on appelle une durée incompressible de structuration, de contrôle, d'asymétrie de l'information, de développement des impacts et de l'indexation et de la cotation. Et nous allons réussir à permettre au marché d'être, disons, quelque chose de moins volatile et plus linéaire et plus construit. On va parler justement de volatilité de ce marché de l'art, au Maroc en l'occurrence, juste après cette courte pause de publicité. Merci de rester avec moi tout de suite. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Vous regardez Éco-Débat qui consacre le numéro de cette semaine au marché de l'art, en compagnie bien sûr de professionnels de l'art qui sont avec moi sur ce plateau. Alors, juste avant la pub, nous parlions de contrôle, nous parlions aussi de volatilité du marché de l'art. C'est un marché comme tous les marchés qui dépend certes de l'offre et de la demande, mais il y a beaucoup de volatilité. Alors, on le voit, il y a un impact sur quelques artistes, d'ailleurs, qui se vendaient bien et qui ne se vendent plus assez. Est-ce que c'est un impact d'un effet de mode? Est-ce que finalement, est-ce que c'est pas un effet de qu'on a surcoté, merci, surestimé, voilà. Donc est-ce que c'est le cas ou qu'est-ce que c'est exactement, Nabil Bayahia? Alors, si on parle de volatilité, il faut parler d'une collection, ou en tout cas d'un ensemble d'artistes et d'œuvres ensemble, et on mesure avec le temps, est-ce que cette collection se bonifie avec le temps ou perd de valeur. Et donc, si elle perd de la valeur, on dit que cet investissement est volatile et le secteur est volatile. Aujourd'hui, on peut répondre à cette question que ce soit au Maroc ou malgré le fait que ça ne soit pas mesuré de manière scientifique par des mesures, que ce soit parce que nous n'avons pas de fonds d'investissement en art, nous n'avons pas des maisons de vente qui publient des chiffres sur les adjudications, et ce n'est pas à l'échelle pour former un modèle qui permet de juger la volatilité. Mais si on apprécie ça de manière empirique, je pense que le marché n'est pas plus volatile que le marché financier au Maroc, ni le marché immobilier. Donc une collection se bonifie avec le temps, et sa rentabilité, son rendement, si on peut parler d'aspect financier, est à peu près le même
qu'un rendement financier. Et c'est le cas aussi dans le monde entier. Aujourd'hui, il y a des statistiques et des études. Parfois meilleures. Très rarement. Aujourd'hui, au niveau international, les études, que ce soit Standard & Poor's ou plusieurs maisons Agences de notation, calculent le rendement financier dans l'art et le comparent à plusieurs marchés. D'abord, le marché financier. L'art est moins important, moins volatile peut-être, moins rentable que le marché financier. Mais en revanche, quand on le compare à d'autres marchés, notamment les marchés des matières premières, le marché de l'immobilier, il se situe au milieu. Est-ce que l'art aujourd'hui est une valeur refuge? Alors, pareil, si vous prenez une collection, oui, c'est une œuvre refuge. Si vous constituez une collection avec plusieurs artistes, plusieurs œuvres d'art, la moyenne sera toujours rentable. Très bien. Maintenant, si vous prenez un seul artiste et vous dites moi j'ai une religion pour cet artiste, vous n'achetez que cet artiste, vous prenez un risque. Soit vous triplez votre rendement, votre placement, soit vous le divisez par deux parce que l'artiste, à un moment donné, dans sa carrière, a été extrêmement surcoté. Et ce n'est pas le propre au Maroc, hein, ça existe. Il y en a partout, voilà. Partout, il y a même je dirais, quand les impressionnistes sont arrivés, ils ont ringardisé l'art figuratif et beaucoup d'artistes qui avaient des commandes, il y avait une vraie demande, elle a disparu. Et donc, ces artistes-là ont perdu leur cote pendant des années. Parfois, certains ont retrouvé, les icônes de cet art figuratif ont retrouvé leur cotation. En revanche, d'autres ont complètement perdu leur investissement. Voilà. Donc, si on juge collection, on peut dire que c'est à peu près le même rendement que le marché financier. Si on prend un artiste, là, on prend des risques. Et risque veut dire opportunité ou perte. Ou perte. En parlant de risque, on parlait de risque justement à être galeriste aujourd'hui. Ablé Ababou, est-ce que c'est un grand risque? Bon, certainement, c'est un grand risque que vous avez pris. Donc, on parle d'investir dans l'art. Là, on parle aussi d'investir dans l'art, mais en ouvrant sa galerie. Alors, aujourd'hui, cet investissement, vous le voyez comment? Écoutez, je me suis même pas trop posé de questions parce que si je m'en étais posé, j'aurais rien fait. Pourquoi ? Parce que en ce moment, tout le monde le vit. Il y a une certaine crise. On gèle les acquisitions. Les institutions ne jouent pas le jeu. Les collectionneurs deviennent beaucoup plus frileux et méfiants. Ce que je peux comprendre. Pourquoi ils deviennent frileux ? À un moment donné, il y a eu une flambée de prix, une bulle spéculative où beaucoup de gens se sont fait avoir, notamment en achetant aussi des faux. Donc, il y a beaucoup de faux au Maroc aujourd'hui. Il y a eu, oui, comme partout. Comme partout dans le monde. Comme partout dans le monde. Il y a eu pas mal de faux. Il n'y en a pas plus. Oui, pas plus. Je veux dire, dans le monde, ça ne se vend pas aussi facilement que ça se vendrait au Maroc. Est-ce qu'on a assez d'experts ? C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est même quota. On est sur le même quota. Parce qu'il y a un marché de particulier à particulier où le faux peut circuler sans aucune régulation, expertise. Oui. Et donc pour finir votre idée, en fait. Donc on parlait justement de cette risque. Question de faux et de risque aussi d'ouvrir sa galerie, parce que on a bien sûr aujourd'hui un musée d'art contemporain et moderne à Rabat, mais en termes de galerie, et il n'y en a pas beaucoup non plus. Ben justement, de toute façon, j'aime tellement ce que je fais que je n'ai pas le choix. Donc, il faut des galeries. Rabat est de plus en plus est une capitale culturelle. Où on a quelques galeries, on a Culte Galerie qui est en appartement, quelques... Qui fait de la production d'art. Oui, qui fait de la production, mais galerie avec des normes internationales, avec de la lumière muséale et tout, on n'en a pas. Dans ta galerie, on est dans une galerie qui respecte des normes... j'ai tout fait bien. Tu as pris un excellent architecte. Oui, voilà. Est-ce que vous ne risquez pas, justement, quand on parle de cette cote des artistes, est-ce que, pour vous, aujourd'hui, un artiste peut garder la cote ? Oui, j'en suis convaincue. T'as un exemple ?
Un exemple, Fouad Bellamine. Bon, je vais parler des vivants. Je crois aussi aux artistes que j'expose, Mounette Chrat ou une Mahi Bin. Mahi Vous exposez aussi. Il a toujours la côte, Mahi Bin aujourd'hui. Il a toujours la côte. Oui. En tous les cas, ça n'a jamais diminué. Alors quand les gens, ça n'a fait que prendre de la valeur et ça ne pourra que prendre de la valeur. D'accord. On peut acheter moins, mais c'est une valeur sûre. Menzi Haj Khalifa, vous êtes galeriste aussi. Enfin, producteur d'art visuel, n'est-ce pas? Et distributeur également. Donc on peut... aujourd'hui, la place justement de l'artiste marocain dans les galeries marocaines, est-ce qu'il y a un quota? Est-ce que les galeries choisissent justement un artiste selon sa cote? Qui définit finalement cette cote de l'artiste vis-à-vis du marché? Je vais répondre d'abord à qui définit. C'est exactement ce qu'a dit tout à l'heure Nabil. Il y a un marché primaire et il y a un marché secondaire qui, pour moi, et pour nous tous d'ailleurs, est ce vers quoi nous devons aller, c'est-à-dire une structuration du marché. Qui définit le prix d'une œuvre? C'est vraiment la chose la plus complexe, parce que on n'arrive pas jusqu'à présent... Est-ce que c'est l'artiste? Est-ce que l'artiste arrive à la galerie et donne une collection et dit, voilà, ça je veux tant pour cette toile? Il peut, mais ça n'est jamais le cas. Oui. Ça n'est jamais le cas, parce qu'il y a une discussion qui se crée entre le galeriste et l'artiste. Il y a des comparatifs par rapport à naturellement, du format, de la technique, des frais de production, etc. Et généralement, ça sort d'un commun accord entre le galeriste et l'artiste, suivant l'expertise de ce galeriste et de son comité, de ses amis, de son expérience, de ses amis dans la discipline, bien entendu, de son expérience, de ce que les autres artistes font, de ce que les autres... D'où vient cet artiste? Est-ce qu'il a exposé? Dans quel musée? Quelles sont les institutions publiques? Quelle est la trajectoire de l'œuvre? C'est ce qui construit sa cote. Et naturellement. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'un artiste anglais comme Damien Hirst vende une armoire à pharmacie à 1,2 million d'euros et qu'il en vende 10 par mois? C'est parce qu'en Angleterre, il y a des milliers de musées et que cet artiste-là a fait une centaine des musées majeurs. Donc ce pays a déjà un écosystème fort, avec énormément de public, avec énormément de professionnels qui viennent voir cet art-là. Avec une foire aussi. Avec des foires, avec Frieze, voilà. Avec un ensemble de foires. Et il constitue déjà une force économique et une force média extrêmement puissante qui influence sur le marché international. Nous, au Maroc, comme disait Ebla, on est dans la construction et on vit des durées incompressibles de la construction de ce marché. Donc le prix d'une œuvre, si vous comparez, parce qu'on dit souvent l'artiste marocain est cher, il y a des artistes marocains qui valent cher. Belkaya, Rerbaoui, Cherkaoui et bien d'autres, ils sont chers parce qu'ils le méritent, parce que leurs travaux sont incroyables. Le fond de leur projet et de leur vie est incroyable. Et ils ont amené le Maroc dans des lieux extraordinaires, comme des musées internationaux, à dialoguer avec des populations, à amener le dialogue, à amener justement la discussion. Donc, si vous voulez, ces artistes-là méritent ces prix-là. Les jeunes artistes marocains qui arrivent aujourd'hui sont dans des prix très raisonnables quand on les compare aux autres artistes africains. Donc pour vous, c'est vraiment une reconnaissance de l'artiste, c'est-à-dire la cote de l'artiste est faite sur la base d'une reconnaissance de son travail et non un effet de mode ou... non. C'est une formation qui est une dialectique entre l'artiste et son galeriste et le marché, et c'est un va-et-vient, et à un moment donné, ça s'ajuste. Mais est-ce qu'il y a une régulation à tout cela? Encore une fois, est-ce que... Maintenant, il n'y a pas de régulation, en fait. On y vient. Oui, on y arrive. Franchement. Seulement aujourd'hui, de ce qu'on discute, c'est le 1%. Il faut aussi rappeler qu'il y a 99% d'artistes qui n'arrivent pas à vivre de leur métier, de leur art. C'est vrai. Et sont obligés d'aller vers un travail alimentaire, soit en tant qu'enseignant, soit en tant que graphiste, soit en tant que, parfois, autre chose complètement en dehors de l'art. Et ça, c'est un vrai gâchis, parce qu'il y a beaucoup de vocations, des jeunes qui ont fait les beaux-arts, et aujourd'hui, si vous prenez une promotion des beaux-arts, et vous regardez sur 20 ans, les lauréats des beaux-arts
quels sont ceux qui sont restés dans leur métier, vous ne dépasserez pas 10%. Est-ce qu'il suffit de faire une école des beaux-arts? Est-ce qu'aujourd'hui, la formation dans notre école des beaux-arts avec un diplôme qui est reconnu, donc une seule dont le diplôme est reconnu est celle de Tétouan, est-ce que ces jeunes lauréats de ces écoles, de cette école en particulier ou d'autres, est-ce qu'ils ont la formation nécessaire pour apprendre une technique? Non, je termine. Oui. C'est-à-dire, est-ce que c'est suffisant d'apprendre les techniques? Ou il faut aussi apprendre à se vendre, à parler de son art, parce qu'il y a un problème de communication. Souvent, on retrouve ça avec des artistes qui sont pleins de génie et qui n'arrivent pas à définir leur art, leur propre art. Alors, ce qui est bien, c'est que ceux qui vont dans les écoles de beaux-arts, comme les galeristes qui ouvrent des galeries, c'est à 99,99% des gens passionnés, militants. Ceux qui ouvrent des galeries, pour moi, c'est des militants. Ils le font par passion, d'abord, avant d'exercer un métier ou une profession pour gagner leur vie. Ceux qui vont dans les écoles de beaux-arts, c'est des vrais passionnés. Oui. Moi, je les vois, je les connais. Mais est-ce qu'il y a une différence entre passion et après, quand on a un diplôme, comment on attaque justement ce marché de l'art? Parce qu'on va... On y travaille foncièrement. Je vais faire une parabole avec d'autres filières, comme le sport. Ce qui empêche la créativité ou l'expression du talent, c'est la peur de l'avenir. Quand un sportif s'inquiète sur sa carrière, comment il va évoluer, comment il va vivre, de quoi il va nourrir ses enfants. Il sait très bien que sa carrière est très fragile, elle dure quelques années. Donc il a peur d'une seule chose, se blesser et s'arrêter de faire son sport. Donc l'engagement est atténué. Quand en revanche, il sent que son avenir est sécurisé, il laisse libre expression à son talent, il travaille de manière apaisée. C'est pareil pour un artiste. Quand un artiste sent que son avenir est plus ou moins protégé, soit par les institutions publiques, soit par l'écosystème entre galeries, collectionneurs, institutions, et il sait qu'en exerçant son art, en laissant libre à son talent, il va gagner sa vie, il va sécuriser, je dirais, le minimum pour vivre. Aujourd'hui, c'est cette vraie inquiétude qui habite beaucoup d'artistes et qui les empêche à un moment donné de prendre des risques, de dire « je sors de quelque chose que j'ai fait qui a fonctionné pour faire autre chose un peu plus soit subversive, soit un peu plus osée ». Ils ne le font pas parce qu'ils ont peur. Ils ont peur que demain, le marché ne les reconnaîtra pas. Parfois, ne les acceptent même pas. Ils ne rentrent même pas dans le marché. Ils ne sont même pas cotés. Des œuvres qui valent 400, 500 dirhams. Et donc, avec ça, vous ne vivez pas. Quand vous faites une œuvre pendant 4 jours, 5 jours, à 400 ou 500 dirhams, ça ne vous fait pas vivre. Et c'est 90% des artistes aujourd'hui. Oui. C'est ce marché-là qui n'existe nulle part, qui est hors radar et qui ne génère pas non plus de la belle créativité parce que justement, cette crainte, cette non-prise de risque qui empêche ces jeunes d'évoluer. Et en même temps, les accompagnements, parce qu'aujourd'hui, les institutions qui peuvent former ces artistes, les accompagner. Aujourd'hui, un artiste qui sort de l'école, il n'a même pas un atelier, alors qu'en d'autres pays, il peut trouver un atelier gratuitement, on peut financer ce matériel, ces produits pendant 3-4 ans, jusqu'à ce qu'il soit accepté par le marché. Une fois qu'il est accepté par le marché, il est libre. Mais ce tunnel-là entre l'école et le marché nous fait perdre 90% de nos talents. Mehdi Hadj Khalifa. Sans idéaliser non plus, parce que dans le monde entier, vous le savez bien, on ne pourra jamais arriver à des taux pour que l'artiste vive. Un peu plus d'1% quand même. Enfin. Bien sûr. Pour arriver à ça, il y a aussi des problématiques, tu le sais, il y a des problématiques fiscales qu'il faut mener. Il faut réaménager le territoire fiscal de la création. Il faut que l'État comprenne quelle est la discipline de la création dans un sens général. Quelles sont les fiscalités à créer, quels sont les formats d'entrepreneuriat. L'auto-entrepreneur dans l'art n'est pas le même qu'un menuisier ou qu'un... Donc il y a l'ensemble des choses. Et je pense, et il me semble très très important de comprendre que il faut que l'État crée un territoire de dialogue avec de véritables professionnels, de vrais professionnels, pas aller chercher de vrais professionnels de l'art. Et il y en a au Maroc, beaucoup,
qui peuvent amener l'État à comprendre ce dans quoi nous allons, qu'est-ce que cela peut apporter. Et bien sûr, j'encourage, vous le montrez, ce festival de street art. Mais encore une fois, on est dans une compréhension de l'art lorsqu'il est utile. Parce qu'on va aménager des murs, on va embellir la ville, etc. Mais l'évolution de l'art et les vraies œuvres qui vont vers une dynamique, si vous voulez, transportable de la vigueur d'un pays, de la vigueur de sa jeunesse, etc., c'est de l'art très pointu. Nous avons énormément de jeunes artistes extrêmement pointus, avec des œuvres extrêmement fortes, avec un discours, avec un contenu, avec des choses qui sont défendues. Aujourd'hui, les galeristes les comprennent, les curateurs les comprennent, les maisons de vente les comprennent, les collectionneurs sont touchés, mais ce n'est pas suffisant. Parce que nous avons besoin, justement, en amont et en aval, d'aménager un ensemble de territoires favorables à cette dynamique, à cette économie-là, pour faire que le Maroc arrive à créer un art émergent extrêmement fort, à le sortir de son territoire, à l'exporter, à faire des musées internationaux et à exister dans le marché de l'art international, chose dans laquelle nous ne sommes pas encore parvenus. Nous n'existons pas sur ce marché de l'art international. Nous sommes hors radar. Nous sommes en toute modestie. Si on se compare avec des pays arabes, on est à la traîne. Oui, on est vraiment à la traîne. Et même à des pays africains, puisqu'on parle justement tout à fait. même de côtes d'artistes, des côtes d'artistes africains et qui caracolent à plusieurs millions de dollars. Aujourd'hui, on a une initiative qui est le musée Mohamed VI, et c'est une très belle initiative qui est bien dirigée. Maintenant, il faut aller beaucoup plus loin et beaucoup plus rapidement. Je vous donne 2 ou 3 chiffres. Aujourd'hui, vous prenez le musée du Louvre. C'est vrai que la comparaison est hors norme. Mais c'est 10 millions en 2012. C'est juste le plus grand musée au monde, après, effectivement. C'est 10 millions de visiteurs en 2012. Maintenant, ils ont perdu, ils sont à 7,5 millions, parce qu'il y a eu la crise. Mais il y a aussi le phénomène changement de direction. Il y avait Henri Loiret, qui était le président du Louvre à un moment donné, et qui était un garçon brillant, qui a révolutionné le fonctionnement du Louvre, qui l'a ouvert vers le mécénat, vers l'entreprise. Il a vraiment casser tous les codes, et ça s'est traduit par les chiffres. Et donc c'est aussi une histoire d'hommes, mais une histoire aussi de vol, d'hommes et de femmes. De femmes, tout à fait. Et beaucoup de femmes dans ce milieu. Mais un homme avec entache. Le musée du Louvre accueille 70% de touristes. Effectivement. Si vous prenez 10 millions, c'est 7 millions de touristes. C'est 70% de ce que nous recevons au Maroc comme touristes. On reçoit 9-10 millions de touristes. Imaginons si on a un musée hors norme. On peut se le permettre. On accueillerait au moins 3 ou 4 millions de touristes qui viendraient pour la culture, visiter ce musée, parce que ça devient une icône. Et aujourd'hui, beaucoup d'États... Mais est-ce qu'on achète Qu'est-ce qu'on va mettre dans ces musées? Est-ce que le Maroc a aujourd'hui les moyens d'abord et la volonté politique aussi d'acquérir des toiles de grands maîtres, mais aussi de Marocains? Alors, on peut ne pas limiter qu'à l'art plastique. Il y a beaucoup d'objets d'art qui peuvent être accueillis dans un musée. On peut avoir une vision continentale de ce musée avec un art africain sur lequel on peut aujourd'hui contribuer à raconter une histoire de ce continent. On peut raconter notre histoire à nos jeunes pour renforcer notre identité plurielle. Nous avons des régions, nous avons plusieurs dimensions culturelles, et nous pouvons les exposer, mais surtout les raconter. Aujourd'hui, quand vous prenez un grand musée, quand il fait une exposition, c'est 1 an de travail, de recherche par des historiens de l'art. Ils sortent des documents de plusieurs centaines de pages pour justement expliquer ce que cette exposition amène comme contribution, comme valeur ajoutée, et faire la pédagogie à travers la médiation, à travers le discours, pour justement rendre accessibles ces collections ou ces œuvres d'art. Et donc, investissant, aujourd'hui, le budget du ministère de la Culture, c'est 0,3% du budget de l'État. Oui. Alors que Feu Hassan II avait espéré 1% à un moment donné, 1% pour l'État, 1% pour les collectivités locales. Aujourd'hui, collectivités locales, c'est le néant. Oui. Et l'État, c'est 0,3%. C'est très, très peu.
Et donc, on espère qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle dynamique qui va renforcer tout cela. Et c'est un enclencheur pour tout l'écosystème, pour les artistes, pour les galeristes, pour les institutions qui vont être encouragées parce que l'État va mettre une collection, va acheter une collection, constituer une collection. Et c'est un signal, comme on a eu des projets sectoriels et on a vu que chaque fois que l'État, sur un secteur, donne une volonté, affiche des ambitions, impulse, tout le secteur en bénéficie. Il faut que le secteur de la culture et de l'industrie culturelle bénéficie de la même attention de l'État. Abla Babou. Un mot pour terminer, dans la foulée du message assez clair et très intéressant que vient de lancer Nabil Bahiria sur le rôle de l'État. Que peut faire l'État justement pour les galeristes et pour l'artiste marocain? Brièvement, et puis on clôturera avec Mehdi. Le rôle de l'État pour les artistes, il a absolument tout dit. Oui. Vous n'avez rien à rajouter? Non, rien à rajouter. Peut-être y a-t-il d'autres... Peut-être qu'il y a-t-il un autre point que vous vouliez évoquer dans la discussion. Non, moi je voudrais rester sur quelque chose de positif. De positif. Il y a des galeries qui ferment, il y a des galeries qui ouvrent. Il y a à peu près 15 000 artistes et à un moment donné que les meilleurs gagnent et qu'on continue d'avancer. Que ces milliers d'artistes sortent de l'ombre un peu. Et que l'art est un fondamental, donc on ne peut pas s'en passer. Oui. Brièvement. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Nabil, avec quand même une petite pointe de nuance, c'est que je pense que la question de la taille d'un lieu, en tant que lieu de rencontre et en tant que lieu d'exposition, lorsqu'on voit la Biennale de Dakar... et la Biennale de Marrakech qui a été annulée cette année. Annulée, oui, malheureusement. Oui. Ouais. Faute de budget. Donc, encore une fois. La question de la taille a bien sûr son importance. Je pense que ce qui est important, c'est la pertinence du projet et sa qualité. Pour citer un exemple absolument bête, mais il y a un lieu d'ailleurs, mais il était particulier parce qu'il y avait son fondateur, l'appartement 22 à Rabat, qui faisait 22 mètres carrés, fondé par Abdellah Karoum, accueillait les principaux acteurs de l'art international. Aujourd'hui, ce lieu a une réputation internationale et son fondateur est le directeur général du plus grand musée du Moyen-Orient dédié à l'art contemporain, qui est le Mathaf du Qatar. Ce qui est important dans l'art, c'est la qualité de l'œuvre et la qualité de l'artiste. Au Maroc, nous avons cela. Il faut justement créer des points de médiation très forts afin de parvenir à inciter l'État à comprendre. Encore une fois, c'est vraiment comprendre. On est dans de la pédagogie. L'État et le citoyen aussi. L'État et le citoyen. Rappelons justement dans ce cadre l'ouvrage de Nabil Bahiria, Politique culturelle à l'âge du numérique, l'exemple du Maroc aux éditions Mazars. Merci Madame, Messieurs. Descartes, pardon. Madame, Messieurs, merci de votre présence sur le plateau de Éco-Débat pour parler de marché de l'art. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre antenne et vous donne rendez-vous la semaine prochaine.